Donc bonjour, merci à... J'ai un peu de pouvoir parfois, comme ça, je suis stressé. Alors merci à la SRLF et à la Commission des urgences de m'avoir invité à présenter ce sujet. Donc la détresse respiratoire chez le patient d'oncohématologie est un événement fréquent et grave. En fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau des urgences dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose. Donc là aussi, comme Frédéric, je me suis basé sur la littérature de réanimation. Et on va voir qu'on peut transposer, il y a quelques similitudes, on verra ça à la fin. Donc le contexte. Le contexte, c'est que depuis une quinzaine d'années, le pronostic des patients d'hématologie s'est amélioré quand ils passent en réanimation. Ça, c'est toute pathologie confondue. Et c'est aussi vrai, un peu moins vrai chez le patient présentant une détresse respiratoire, notamment quand il est ventilé. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a beaucoup progressé en termes de prise en charge du cancer, on a beaucoup progressé en termes de prise en charge en réanimation de ces patients, et notamment concernant le sepsis, comme Frédéric l'a montré. Il y a une sélection un petit peu plus fine et subtile de ces patients. Les facteurs classiques de mortalité des années 80-90 ne le sont plus, comme la neutropénie, l'autogreffe. On ne constate plus d'impact de la maladie sous-jacente sur la mortalité. La mortalité est plutôt liée au nombre et à l'évolution des défaillances d'organes. Et l'étiologie conditionne le pronostic, et c'est particulièrement vrai pour la détresse respiratoire. Quel que soit le stade de la maladie cancéreuse, l'OAP est souvent associé à un bon pronostic. L'aspergillose pulmonaire invasive a un moins bon pronostic, et l'absence de diagnostic est plutôt associée à un mauvais pronostic. L'étude Trialo qui a été réalisée sur 22 centres, c'est une étude observationnelle prospective sur 22 centres, confirme cette tendance avec une mortalité en réa de 27% et à l'hôpital de 38%, toutes pathologies confondues. Les facteurs associés à la mortalité des patients d'oncohématologie admis en réa sont l'état général, le performance statut, les comorbidités, mais surtout des facteurs comme la détresse respiratoire et le nombre de défaillances d'organes à l'admission. Alors pourquoi la détresse respiratoire? Parce qu'elle est assez fréquente finalement chez les patients d'oncologie. Elle survient dans 5% des cas chez les patients porteurs de tumeurs solides. Quand ces patients sont neutropéniques, on atteint 30%. Et quand on admet un patient d'oncohématologie en réanimation, dans 60% des cas, il présente des signes respiratoires. La mortalité hospitalière liée à la détresse respiratoire sans ventilation mécanique est de l'ordre de 45-50%. Elle atteint 60% quand ils sont ventilés. Les facteurs les facteurs pronostiques liés à cette détresse respiratoire, c'est les facteurs classiques, le nombre de défaillances d'organes, le support comme la ventilation mécanique, l'utilisation de vasopresseurs, mais surtout l'absence de diagnostic. Je crois que l'enquête étiologique est importante et quand un patient présente une détresse respiratoire aiguë, passe par les urgences, je pense que on doit avoir et la démarche de traiter et la démarche de diagnostiquer. Le cas particulier du patient allogreffé présentant des détresses respiratoires, en fait, on n'a pas beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. On a évolué sur les autres défaillances d'organes chez ces patients, mais pas énormément sur la détresse respiratoire, puisque la mortalité reste de l'ordre de 80% quand ces patients sont ventilés. Donc c'est un cas particulier. Les étiologies sont essentiellement infectieuses, 60% des cas, non infectieuses avec des situations de bon pronostic comme l'OAP et des situations de moins bon pronostic comme les atteintes spécifiques, on va y revenir. Et dans 20% des cas, on ne retrouve pas d'étiologie. Je crois qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus. Lorsqu'on dresse le listing des étiologies de ces détresses respiratoires, dans 30% des cas, on va avoir une cause infectieuse bactérienne, les germes classiques, Pseudomonas, Enterobactéries, Cocci.
dans 12 à 15% des cas des atteintes fongiques, aspergillose invasive, candidémie. Et pour le reste, des pathologies non infectieuses, l'OAP essentiellement, et les atteintes spécifiques. Alors les atteintes spécifiques, 2 mots. Donc ça, j'ai utilisé la diapo de Anne-Sophie Moreau, qui a eu la gentillesse de me la passer. 3 entités, la leucostase pulmonaire, l'infiltration pulmonaire et la pneumopathie de Lise. Alors on parle de leucostase pulmonaire quand il y a une stase des blastes dans la circulation pulmonaire. Ça survient chez des patients qui arrivent en détresse respiratoire aiguë, possiblement aux urgences, avec avec des numérations présentant plus de 200 000 blastes. L'infiltration pulmonaire, donc c'est des infiltrations extravasculaires avec souvent des patients présentant moins de 50 000 blancs à la numération, et des pneumopathies de Lise qui sont souvent contemporaines d'une chimiothérapie ou même au tout début au diagnostic de la maladie. Les 3 entités pouvant se superposer. Il y a une chronologie de la symptomatologie et des étiologies de ces détresses respiratoires aux différents stades de la maladie. Et la constante, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire, l'OAP et les infections qu'on peut retrouver au diagnostic et aux phases tardives. Les différentes étapes sont caractérisées par l'apparition d'étiologies spécifiques comme la lyse intrapulmonaire au début de la maladie, le sepsis sévère durant la neutropénie et la toxicité et la récidive en fin de maladie. Donc, dans la démarche des recherches étiologiques, il ne s'agit pas, bien entendu, de dérouler et de cocher tout ce qu'on a vu sur le catalogue précédent, mais de définir un contexte autour de la maladie, de la chronologie de la maladie et des signes respiratoires, et des éléments paracliniques qui sont immédiatement disponibles au lit du patient. Donc, dans cette démarche, chaque investigation sera envisagée en fonction de la suspicion clinique. Donc, dans les années 2000, il y a ce papier de Charles Maillot qui déjà avait établi les bases de la réflexion autour du diagnostic. Et l'équipe de Saint-Louis, d'Élie Azoulay, a proposé l'approche directe. Alors, au-delà de l'acronyme, l'idée, c'est d'essayer d'exploiter au maximum le dossier médical, la symptomatologie clinique, les aspects radiologiques et les aspects cliniques du tableau clinique. Donc, les délais. Grosso modo, une installation rapide avec fièvre est plutôt évocatrice d'un sepsis bactérien ou viral, sans fièvre d'un OAP ou d'une hémorragie intra-alvéolaire. Une installation subaiguë est plus en rapport avec l'existence de germes opportunistes, et quand on est dans une installation un peu plus lente, on est dans une situation d'étiologie spécifique ou de toxicité médicamenteuse. Alors le déficit immunitaire, donc je ne vais pas repasser en liste, enfin je ne vais pas énumérer tout le tableau, mais grosso modo, les leucémies aiguës sont souvent associées à des atteintes de la phagocytose, et les chimiothérapies qui les accompagnent à des neutropénies. Donc on va être dans la situation de la neutropénie fébrile que Frédéric décrivait. Donc on va avoir de la bactérie, du fongique essentiellement. Les atteintes lymphomateuses sont plutôt associées à des atteintes de l'immunité cellulaire, et là on va avoir plutôt des infections de type opportuniste comme pneumocystis. Les traitements qui vont avec conditionnent à ce type d'infection aussi. Lorsqu'on est dans une situation de tumeur solide, tumeur bronchique, on est plutôt dans une situation de compression, de stase d'atélectasie, donc on va être dans une ambiance plutôt d'infection bactérienne. Et dans la situation de la greffe de moelle, en fait, on va cumuler ces 3 types d'immunosuppression, la neutropénie, les atteintes de l'immunité cellulaire, les atteintes de l'immunité humorale, et on va avoir une chronologie d'infection
en fonction de la survenue de ces atteintes. Donc la phase de neutropénie dans les 30 premiers jours de la greffe, qui va exposer aux germes que j'ai décrits. Entre le 30e jour et le 3e mois, on va plutôt être dans une, comment dirais-je, atteinte de l'altération de l'immunité cellulaire. On va voir apparaître les infections aspergillaires, à pneumocystis et virales type CMV, HHV6. Et plus tardivement, on va cumuler et les atteintes de l'immunité humorale et cellulaire. Et là, on va voir des infections de l'immunodéprimé profond, type toxoplasmose et autres. Les orientations diagnostiques suivant la radio et la radiographie pulmonaire et le scanner. Donc là, effectivement, déjà avec l'iconographie, on peut céder une atteinte localisée, là en liseré jaune. Devant une atteinte localisée, lobaire, segmentaire, on va plutôt suspecter une infection bactérienne. Devant un verre dépoli diffus, on va plutôt suspecter un OAP, un pneumocystis, une hémorragie intra-alvéolaire. En gris, sur la diapo, là, c'était une pneumocystose. Alors, on voit bien que l'atteinte, on ne voit pas très bien, mais c'est un verre dépoli. Il n'y a pas d'épanchement pleural. Il y a une exclusion sous-corticale que l'on devine, mais il faut me croire quand je le dis. Voilà. Les atteintes en verre dépoli périnodulaire signent le signe du halo en rouge. Donc, c'est fortement évocateur d'une aspergillose invasive. Une atteinte interstitielle diffuse bilatérale lente va être évocatrice d'une lymphangite carcinomateuse. Des nodules peuvent être évocateurs de pathologies lymphomateuses, métastatiques, fongiques. Ce qu'il faut savoir concernant l'iconographie, c'est que par exemple dans le chez le neutropénique, une radio de thorax peut être strictement normale durant la phase de neutropénie fébrile, alors que le scanner peut montrer des lésions que la radio montrera 5 ou 6 jours plus tard. Tableau clinique. Alors, cette étude d'Avichnay qui est assez intéressante puisqu'il a associé des situations cliniques à des diagnostics. Alors, une pneumopathie bactérienne est plutôt associée à une neutropénie, à un myélome, à une tumeur solide, à une apparition rapide et une symptomatologie clinique et iconographique unilatérale. Les infections opportunistes sont plutôt liées à l'utilisation de corticoïdes et au désordre lymphoprolifératif et à l'allogreffe de moelle. Et les pathologies non infectieuses sont plutôt associées à l'existence de leucémie aiguë. J'entends la leucostase, la lyse, enfin l'hyperleucocytose qu'on peut voir aux urgences. Un mot sur l'importance des signes extrapulmonaires. On a souvent des atteintes cutanées qu'il faut absolument biopsier et qui peuvent aider au diagnostic. Globalement, les signes respiratoires nous renseignent surtout sur la gravité du tableau, rarement sur l'étiologie. Un crachat purulent évocateur d'une pneumopathie bactérienne, une hémoptysie d'une aspergillose ou d'un OAP, un crachat saumonné d'un OAP. Mais globalement, l'examen clinique l'examen clinique respiratoire est assez pauvre. L'expérience clinique, donc plus on en a vu, là je le fais un peu dans tous les sens, plus on en a vu, plus on évoque certains diagnostics. En présence, un pneumocoque ou un hémophilus va être évoqué en présence d'un myélome, d'une splénectomie, dans la situation d'une atteinte de l'immunité humorale. Une légionellose va être recherchée chez un patient porteur d'une LLC, d'une leucémie à tricoleucocyte. Comme on l'a dit tout à l'heure, pneumocystis, on va le rechercher chez l'allogreffé, chez le corticothérapeute, chez les pathologies lymphoïdes type lymphome. Les virus type CMV, HHV6 chez l'allogreffé. Et la pneumopathie organisée dans un contexte d'allogreffe. Les toxicités médicamenteuses doivent être évoquées à tout moment. Il y en a tous les jours, donc en se connectant sur pneumotox.com, on y arrive un petit peu. Voilà. Alors la stratégie diagnostique. La stratégie diagnostique, en fait, elle va s'articuler entre les examens non invasifs que je vais décrire,
Le LBA et la biopsie si le bilan est négatif. Alors le LBA et la biopsie aux urgences, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer d'évaluer ce que peut apporter l'arsenal non invasif. L'arsenal non invasif va de l'échographie cardiaque à la radio de thorax, au scanner, au crachat induit, au crachat normal, aux aspirations nasopharyngées, aux hémocultures, à l'ECBU, aux PCR diverses et variées. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir les demander en fonction du contexte clinique parce qu'on ne va pas tout cocher. Donc le groupe a évalué 2 stratégies diagnostiques chez des patients non asphyxiques, donc en détresse respiratoire aiguë, que vous pouvez voir passer aux urgences. Une stratégie associant un LBA et des examens non invasifs, tels que je les ai décrits, contre des examens non invasifs sans LBA. Donc on s'est rendu compte que la stratégie non invasive n'était pas inférieure en termes de rentabilité diagnostique, que les résultats étaient rapidement accessibles lorsqu'on utilisait des examens non invasifs, sauf pour pneumocystis, et que les répercussions, que le pronostic était le même, ainsi que le recours à la ventilation mécanique dans les 2 groupes. En unité, en hématologie, en unité, cette stratégie n'a pas été évaluée. Le LBA reste quand même actuellement l'examen de référence. Je pense qu'il y a peut-être une place pour les examens non invasifs aux urgences, au-delà de l'hémoculture et de la radio de thorax. Je pense qu'on peut faire cracher les patients de manière très active. On peut faire des aspirations nasopharyngées quand c'est nécessaire. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être soulevée. Donc là, je vous ai pris quelques cas cliniques et j'ai essayé de transposer l'approche directe. Donc un homme de 49 ans qui présente une détresse respiratoire qui s'installe en 48 heures, porteur d'un myélome. La radio et le scanner montrent des foyers infectieux, l'auscultation des crépitants bilatéraux, une température. On le fait cracher, on cherche du pneumocoque, c'est un myélome, on cherche du pneumocoque et de l'hémophilus. On le fait cracher, on retrouve de l'hémophilus. On le traite, il reste quelques jours en réa, il sort. Il revient 1 an plus tard, avec le même tableau, on refait la même démarche, c'est une histoire vraie, hein, et il nous refait la pneumopathie à pneumocoque que l'on attendait dans le cadre du myélome. Donc là, dans le cadre de l'approche directe, le délai, le type d'immunosuppression, l'expérience clinique entre guillemets nous a aidé à poser le diagnostic. Ce patient de 68 ans qui développe une détresse en 10 jours, traité par corticothérapie à forte dose. La radio de thorax a un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, corticothérapie donc, et le scanner montre un verre dépoli sur lequel on évoque une pneumocystose du fait de la corticothérapie. Donc on le fait cracher, on retrouve du pneumocystis. On l'intube 1 ou 2 jours après, on retrouve du pneumocystis. Donc c'était du pneumocystis. Le type d'immunosuppression du fait des corticoïdes et l'aspect au scanner nous a aidé à nous orienter, à demander le type d'examen que l'on cherchait. Cet homme de 69 ans, LLC depuis 5 ans, une belle cavité que l'on voit et à la radio de thorax et au scanner. Devant ce tableau, on évoque une aspergillose et une tuberculose. L'antigénémie est négative, le bilan de tuberculose est négatif, on le fait cracher. On retrouve des filaments mycéliens et sur les critères EORTC, on a 3 critères pour le traiter comme une aspergillose. Bon, on n'est pas complètement persuadé que c'était ça, mais on l'a traité comme ça. Il est sorti de réanimation sans être intubé. Cet homme de 53 ans qui développe une détresse en 8 jours, aplasie fébrile, fièvre, des opacités interstitielles bilatérales et des condensations à la radio, une hémoptysie contemporaine de la sortie de l'aplasie, un halo inversé au scanner. Il est rapidement intubé, on lui fait un LBA, on trouve un staph epidermidis.
On n'est pas satisfait du résultat parce que nous, ça ne nous aide pas du tout ça. Le bilan aspergillaire est négatif. On lui fait une biopsie à l'aiguille fine guidée par le scan et on trouve un mucor. Alors le halo inversé fait partie des signes du mucor. On l'avait traité comme ça. Donc aux urgences, bien sûr, on ne va pas faire de biopsie, mais la radiographie, enfin le scanner était fortement évocateur. Le délai, l'aplasie nous a permis de le traiter initialement de manière adaptée. Je passe sur celui-là parce que je suis un peu en retard. Donc en fait, avec cette batterie, cet arsenal d'examens non invasifs, on est exposé à cocher un petit peu tous les examens et on l'a évalué chez nous, là, cette année, juste, pas à visée scientifique, mais pour évaluer la qualité de notre prise en charge. Alors, en bleu, c'est le nombre de patients qu'on a prélevés, en rouge, les patients positifs, en vert, la rentabilité. C'est classé par ordre décroissant à partir de la rentabilité. Et en fait, on se rend compte que concernant les pathologies virales, on arrive à détecter des réactivations, notamment chez les allogreffés. Concernant les infections spécifiques type pneumocystis, pneumocoque sur les antigènes URI, on arrive à détecter aussi, à diagnostiquer plusieurs de ces pathologies. Par contre, il y a plein de pathologies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, comme les légionnelles, c'est notre expérience, les mycoplasmes chlamydiens. Donc je pense que c'est des outils à savoir utiliser et on apprend à les utiliser au fur et à mesure. 2 mots sur la prise en charge. Alors voilà, au lit du patient, je crois qu'il faut éliminer un OAP, rechercher une pathologie infectieuse, qu'elle soit classique ou spécifique à l'immunosuppression. On peut aux urgences diagnostiquer des pathologies spécifiques sur la leucostase pulmonaire, documenter et traiter rapidement. J'ai demandé à Michael, sur la base de Trialo, de voir si les patients provenant des urgences ou les patients provenant des unités se ressemblaient. C'est des populations qui se superposent, mais il y a des petites différences. Le patient qui passe par les urgences est moins neutropénique, moins allogreffé, présente moins de cadrans pulmonaires, j'arrête tout de suite, à la radio de poumon, présente plus souvent un poumon leucémique, un pneumocoque. En termes de gravité respiratoire, c'est à peu près les mêmes. Je termine, puisque j'ai pas le temps. Donc la détresse respiratoire chez le patient d'oncohématologie, notamment quand il passe aux urgences, c'est un événement grave et fréquent. Je pense qu'il doit être considéré comme un sepsis sévère jusqu'à preuve du contraire. On doit absolument, parallèlement à la prise en charge thérapeutique, établir un diagnostic étiologique. Et il y a 2 pistes sur lesquelles les urgentistes et les réanimateurs peuvent bosser. C'est l'admission précoce. Les patients que l'on prend précocement ont le meilleur pronostic. Et l'utilisation de VNI précoce et prophylactique que nous sommes en train d'évaluer actuellement. Je vous remercie. Merci pour cette intervention très complète. Des questions dans la salle? J'en ai une dans l'attente. En termes d'examen que vous avez pu proposer, notamment d'évaluation en termes de rentabilité et de pertinence, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de protocoliser avec vos urgences? Quel peut être l'intérêt finalement d'avoir un panel d'orientation d'ateliers thérapeutiques? En fait, on l'a pas réellement protocolisé avec les urgences, mais on l'a protocolisé avec les hématos qui reçoivent aussi leurs urgences directement. Il y a 2-3 ans, ils faisaient les détresses respiratoires en service. Ne bénéficiaient pas de crachat. On avait une hémoculture, pas d'aspiration nasopharyngée. Donc on est monté, leur expliquer comment faire un crachat induit, comment faire une aspiration nasopharyngée. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on reçoit ces patients 2-3 ans après, on les reçoit avec un diagnostic où souvent
en tout cas beaucoup plus souvent qu'avant, lorsqu'on a un diagnostic, le prélèvement n'a pas été fait chez nous. Donc effectivement, il y a probablement quelque chose à monter autour de ça.